Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième semestre pour ce cours intitulé Atelier d'économétrie. Euh, bon, avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2021. Je vous souhaite vraiment le meilleur d'abord pour votre santé, évidemment, c'est le plus important, et puis pour vos études. Donc je sais que ce soit pas donné là en ce moment, c'est très difficile pour vous. Vous avez tous comment dire, un énorme courage de continuer dans ces conditions qui sont vraiment difficiles. Donc, je voulais vous féliciter finalement voilà, pour votre courage et votre ténacité dans cette période un peu difficile. Je souhaitais souligner que nous faisons notre possible avec Pierre Durand, mon collègue, pour vous donner le meilleur enseignement possible, essayer de rester en contact avec vous un maximum, donc que ce soit par ces vidéos qui seront publiées régulièrement ou par notre, notre chat sur Discord. Donc voilà, donc on est disponible. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, si vous avez même des choses un peu plus d'ordre personnel, des difficultés, il y a pas de problème, on peut être présent. Euh, Ceci étant dit, ce cours est un petit peu particulier, donc comme Pierre vous l'a présenté, ça va être un, un mini-mémoire à rendre. Donc là, va falloir essayer de développer une certaine autonomie sur les sujets, sur le sujet que vous avez déjà choisi et et sur l'apprentissage, l'apprentissage à la fois de Python et et des, euh, des outils statistiques qu'on va vous présenter. Bien sûr, on vous accompagne, mais cette autonomie, bon, je pense que du coup là, c'est pas nouveau pour vous. Vous l'avez déjà un petit peu développé pour certains, et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. On sera là, mais essayez d'être autonome le plus possible. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer la séance 2, donc le chapitre 2, qui va porter sur des rappels d'économétrie linéaire simple et multiple. Donc ça c'est dans un premier temps, mais ça va être un survol, parce qu'en réalité on l'a déjà fait au semestre 1 dans le cours de Python et en série temporelle univariée. Donc normalement, euh, le modèle linéaire simple, euh, les MCO, leurs hypothèses, la violation de certaines hypothèses, donc je pense à la violation d'homocédasticité et la violation de la non-autocorrélation, donc présence d'autocorrélation. Normalement, jusque-là, ça devrait être relativement clair. Donc là, on va revoir un petit peu ensemble les éléments à l'intérieur de ces hypothèses hétérocédasticité et autocorrélation. Et ensuite, dans une deuxième partie de cette séance, en fait, on va étudier, on va voir ce qu'est la loi d'Okunn à travers une série d'exemples avec importation de données, estimation de différentes alternatives de modélisation pour la loi d'Okunn. Et je vais vous expliquer finalement comment moi j'ai construit le cours à l'aide d'un article que je vais vous montrer juste après. Donc pour les rappels d'économétrie, donc c'est un modèle ici de régression linéaire multiple. Donc à partir de maintenant, on va plus faire les présentations avec la formulation simple, ok, parce que maintenant les matrices c'est bon, vous maîtrisez et tout est tout est plus simplement présentable avec une présentation matricielle finalement. Donc on va garder cette notation-là, en tout cas pour les modèles linéaires. On verra pour les modèles ARMA, on changera un petit peu de notation. On verra ça plus tard. Donc ici, on vous remet l'estimateur, donc la version analytique de cet estimateur, c'est-à-dire en proposant de bonnes hypothèses pour ce modèle linéaire multiple, on trouve une solution explicite, analytique, de l'estimateur de bêta, donc bêta chapeau, okay, qui est redonné ici. Cet estimateur doit être de variance minimale. Donc de variance minimale, c'est-à-dire sigma carré x' x moins 1. Okay, pas de terme multiplicatif positif ici derrière, comme on a pu le voir
dans d'autres applications en série temporelle. Donc il doit respecter, pour respecter cette variance minimale, il y a une hypothèse de fait ici, c'est la sphéricité des erreurs. C'est-à-dire que votre terme d'erreur, ici, l'espérance de votre vecteur d'erreur, la variance de votre terme d'erreur, pardon, doit être sigma carré identité. C'est-à-dire que dans les diagonales, vous allez avoir que du sigma carré, parce que c'est du 1 fois sigma carré, etc. Donc que du sigma carré. Donc sigma carré étant le même élément, la variance tout le long des résidus est constante. Okay, ça c'est attrait au caractère homocédastique des résidus, donc de variance constante. Et à l'extérieur des diagonales, donc des zéros, pour signifier qu'il n'y a pas d'autocorrélation entre les résidus. C'est-à-dire le résidu au temps t-1 n'est pas lié au résidu au temps t, etc. Ok, donc ça c'est très simple. Donc ici, là, je vous ai juste remis ce petit slide pour rappel. Évidemment, ici j'ai ouvert le chapitre 3.2 du cours du semestre 1. Ok, donc c'est sur les violations des hypothèses. Le cours est bien plus complet. Okay, donc n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière si certains éléments vous paraissent encore un peu abstraits. Donc voilà, donc si on saute à l'hétérocédacité, donc ce dont je vous parlais, voilà, finalement, nous, l'hétérocédacité, on l'a vu dans le cadre, entre guillemets, de coupe instantanée. C'est-à-dire que les résidus, enfin, vos observations correspondent à des individus, il n'y a pas de temps, il n'y a pas nécessairement la notion de temps quand on a vu l'hétérocédacité. Et donc, finalement, quand vous voyez une variable, ici, résiduale, donc les résidus vs x1, une variable explicative, si vous les mettez en relation dans un scatter plot, et que vous observez, par exemple, un shape particulier, donc ici une forme conique comme ça qui se diffuse par le haut. Donc cette forme particulière, si vous avez détecté à l'œil nu une forme particulière, c'est que vous soupçonnez un résidu qui est hétérocédastique, et cette hétérocédacité est susceptible d'être causée par la variable x1 ici. Ok, mais évidemment, l'approche graphique ne suffit pas. On vous a présenté un certain nombre de tests, finalement, de tests statistiques rigoureux pour checker cette hétérocédacité. Donc il y avait le test de Broch-Pagan qui met en relation la variance des résidus et une combinaison de variables explicatives. Donc ici Z, en général dans les bouquins ce sera noté Z, mais on peut les remplacer par les variables explicatives que vous avez utilisées dans le modèle pour obtenir les résidus. Donc nous, souvent on les dénote par X, ok, mais ça peut être aussi d'autres variables. Donc c'est pour ça que la notation Z est utilisée dans les bouquins. Donc voilà, c'est en clair, là, nous on a vu avec vos variables explicatives à droite ici, et la variance du résidu. Donc s'il y a un lien entre la variance du résidu et vos variables explicatives, c'est, comme vous l'aurez compris, qu'il y a vos variables explicatives influencent la variance du résidu, donc potentiellement une hétérocédacité, pas une variance constante. Ça c'était le test de Broch-Pagan, donc on a vu ici comment dire, la syntaxe, la commande pour exécuter ce test, donc on y reviendra à travers l'exemple de la loi d'Okun. Le test de White, okay, qui met en relation, le résidu au carré, les variables explicatives, potentiellement les variables explicatives au carré, et l'interaction et des termes d'interaction des variables explicatives. Tout ça pour tenir compte finalement d'une éventuelle non-linéarité dans la relation entre le résidu au carré et vos variables. Donc une hétérocédacité qui pourrait apparaître en ajoutant des termes au carré, en ajoutant des termes d'interaction. Ok, donc ça c'est un survol, ok, donc rappelez-vous de ces deux tests, Broch-Pagan et test de White pour hétérocédacité. L'autocorrélation des résidus, ici on avait présenté deux tests, donc Durbin-Watson. Donc ça c'est le test, je dirais, le plus simple et qui sort directement souvent dans les tableaux statistiques d'estimation. Donc c'est un test qui permet de tester l'autocorrélation à l'ordre 1. Ok, donc comment dire, le terme retardé le plus proche du contemporain, T-1.
Ok, donc vous aviez une table où vous aviez un certain nombre de bornes qui étaient lisibles dans des tables statistiques qui étaient données dans les bouquins. Et en fonction de la valeur de rho du test d'Orwin-Watson, vous pouviez dire un rejet de H0 ici avec une autocorrélation positive, un rejet de H0 avec une autocorrélation négative, et une absence d'autocorrélation et des zones d'indécision. On ne peut pas conclure réellement. Pour tester l'autocorrélation des résidus à un ordre supérieur à 1, à A1 ou supérieur en réalité, on peut utiliser le test de Broch-Godfrey, qui est un test de multiplicateur de Lagrange et qui permet voilà, de tester, de mettre en relation les résidus avec ces retards à un ordre donné, P. Évidemment, il y a une version plus complète qui existe, c'est-à-dire c'est le résidu, ses retards, et on peut, pour contrôler, on peut également mettre ici des variables, des variables explicatives. Okay. Pour éventuellement déterminer simultanément de l'hétéroscédasticité et de l'autocorrélation. Ok, donc la commande associée. Donc, voilà. Donc, on a vu aussi qu'en cas une fois, imaginez, vous faites une étude, vous observez que finalement les résidus sont hétéroscédastiques ou les résidus sont autocorrélés. Il existe des procédures, okay, les corrections de matrice, la solution de White, solution de West, qui permettent de corriger la matrice de variance-covariance des estimateurs pour ajuster, pour corriger, pour tenir compte de cette hétéroscédacité et autocorrélation. Ok, donc ça c'est un rappel ultra rapide, donc je vous recommande d'aller checker vos cours par ailleurs, vos cours magistraux ou les précédentes vidéos du semestre 1 pour avoir une idée plus claire de cela. Donc, si voilà, j'ai simplement remis les deux slides du chapitre 3.2, donc voilà, n'hésitez pas à revenir dessus. Donc ensuite, on va, dans la prochaine petite vidéo, je vais vous faire la présentation de finalement ce qu'est la loi d'Okhun, comment, Okhun envisageait la relation entre, observer et modéliser la relation entre la croissance du PIB et le taux de chômage. Okay. Donc on va y revenir, il y a plusieurs implémentations différentes. Donc ça c'est dans la prochaine vidéo. À tout de suite.